Salut les disciples de la boxe, on est aujourd'hui avec Vincent pour ce premier podcast. Depuis que j'ai lancé les podcasts audio, c'est le premier où Vincent est là. Et Vincent, tu as été réclamé. Comment ça va, Vincent? Salut JC, salut à tout le monde. Écoute, c'est un plaisir de faire ce premier podcast à deux sur ta nouvelle chaîne. Je suis content de t'avoir. Alors, je t'invite pas pour le sujet le plus fou de l'année. Voilà. Mais quand même un boxeur dont tous les deux, on a parlé, ça fait un moment qu'on en parle, de Gervonta Davis. Ouais. Donc bon, on est toujours content quand il y a un combat de Gervonta parce qu'en général, ça promet du spectacle. Voilà. Et là, le boxeur qui l'affronte, je vais aller direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu le suivais avant qu'on parle de lui pour affronter Gervonta Davis? Non, pas du tout. Franchement, je l'ai vraiment découvert à partir de l'an dernier quand on a commencé à le voir comme le prochain adversaire de Gervonta. Ouais. Alors, donc c'est Rolando Romero. Donc je vais le présenter rapidement. Il a 26 ans. Le lien entre les deux, c'est qu'ils sont tous les deux chez Mayweather Promotion. Ouais. Et donc, rapidement, Romero, il est droitier, il mesure 1m73, il a la même allonge, c'est 1m73, et il est à 14 combats, 14 victoires, dont 12 remportés par KO. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu as vu un peu son style, ses combats, tu as regardé un peu? Ouais, tout à fait. Je suis allé m'intéresser quand même au bonhomme pour voir ce qu'il avait. Et bon, au final, j'ai découvert un boxeur qui... En fait, il le compare un petit peu à Mayorga. Il y aurait de ça, c'est-à-dire que c'est pas le boxeur le plus académique, on va pas se mentir. Par contre, qu'est-ce que ça cogne? Ça, il faut lui reconnaître ça. Il a un très très gros physique pour un poids léger. En réhydraté, je sais pas combien il peut faire, mais sur ces aspects-là, il est assez impressionnant. Après, techniquement, on voit très clairement que c'est, pour caricaturer, on va dire que c'est un bourrin, quoi. Ouais. Alors moi, je risque d'être un petit peu dur dans ce podcast. C'est pas dans mes habitudes. Normalement, les boxeurs, on parle du haut niveau. Mais là, vraiment, quand j'ai regardé ses combats, donc comme toi, je me suis intéressé à lui parce que c'était le potentiel adversaire de Gervonta Davis. J'en avais jamais entendu parler de ce type. Et je regarde un peu ses combats et tout de suite, je me dis, mais il y a 6 niveaux d'écart, en fait. Quand je le vois boxer avec Gervonta Davis, mais ce gars-là n'est pas au niveau. C'est ma première impression, tu vois. Et tu m'entends, Vincent? Ouais, tout à fait. Ok, non, parce qu'il y avait écrit connexion interrompue. Bon, ça va. On n'a pas perdu Vincent. Non, je me dis, le niveau, non, ça va pas le faire. Tu vois, vraiment, je vois pas comment il peut tenir face à Gervonta Davis en proposant cette boxe-là. Moi, je me suis même dit, mais c'est un clown, le type. Enfin, vraiment, c'est un mec qui boxe, mais à l'arrache, tu vois, il met tous les coups avec le maximum de puissance. Il se jette même sur un jab. Ces jabs, il se jette complètement. Il se propulse en avant, tu vois. Et vraiment, il donne le maximum sur son jab et il est complètement découvert. Alors, c'est sûr que face aux adversaires qu'il a affrontés jusque-là, c'est assez impressionnant et surprenant un boxeur qui boxe comme ça face à toi. Parce que vraiment, littéralement, il se jette sur toi, donc tu peux être submergé par cette énergie qu'il t'envoie. Mais après, si on se cale vraiment, on regarde vraiment sa boxe, défensivement, c'est très pauvre. À part le punch, et encore, je trouve pas qu'il a un punch. Je suis pas c'est pas le plus impressionnant pour moi dans la catégorie des légers, parce qu'on est quand même dans une catégorie où quand tu as vu le haut niveau, quand tu as vu des comme Bossos Lopez Lomachenko, Lomachenko Nakatani, quand tu as vu ces combats-là, là, on parle du très haut niveau mondial, tu vois. Ok. Ah oui. Mais puis, bon, tout le monde dit ouais, mais c'est un puncher, c'est un puncher. J'ai de quoi comparer dans cette catégorie. Pour moi, il n'y a quasiment aucun critère où je le mettrais au rang des meilleurs mondiaux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi, clairement. Après, alors au niveau du punch, je dirais qu'il y a surtout aussi, une fois encore, son physique qui est très très gros. Il est vraiment balèze, je pense, ce mec, il doit cutter à mort. Après, ouais, on est d'accord. Que Lopez, que Teofimo Lopez. Ouais, ça serait peut-être du même genre. Je crois qu'ils font la même taille, les deux. D'ailleurs, ils sont entraînés ensemble pas mal. Ouais, moi je pense que c'est un peu le même genre. Ouais, peut-être qu'un Lopez. En termes de physique, ouais. Enfin, c'est pas le même physique, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense qu'effectivement, en termes de poids, comme un Lopez, il est capable de reprendre beaucoup après une pesée. Donc ça peut jouer. Après, ce qu'il y a, c'est que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on a vu ses lacunes, on voit que clairement, c'est pas le haut niveau. Et d'ailleurs,
tout ce combat au début, le narratif, c'était un peu regardez-le cette tête à claque et venez payer pour voir Gervonta le défoncer. C'était vraiment ça l'argument de promotion du combat. C'est vrai qu'il a vraiment une tête à claque. Hein. Ah bah, tu vois l'expression même qu'il a pendant les combats. On dirait qu'il fait exprès de faire le méchant. Il fronce les sourcils comme ça et tout. Il a vraiment un visage très expressif. Mais tu sais, il y a même des gens qui peuvent pas blairer Gervonta qui, sur ce combat, sont prêts à le regarder et qui seront pro Gervonta. C'est là où tu vois quand même le truc de Romero, quoi. Je veux dire, il s'est rendu à fond détestable, quoi. C'est vrai qu'il a tout pour déplaire, quoi. Après, alors, moi, je pense que là où il peut se passer quelque chose dans le combat, alors il y a eu peut-être tout ce narratif entre Gervonta et Mayweather sur lequel on va revenir, mais il y a aussi Gervonta lui-même qui, moi, me pose beaucoup de questions, en fait, en ce moment. Ok, bah écoute, c'est bien parce que c'est vraiment sur ce terrain-là que je voulais t'amener. Peut-être qu'on va juste rapidement finir un peu sur ce qu'on imagine de ce combat-là, mais après je vais t'amener sur Gervonta Davis parce que Gervonta Davis, pour moi, ça va être un peu la seconde partie de ce podcast. C'est que pourquoi il est toujours pas dans le top 10 pound for pound, enfin, toutes catégories confondues, parce que concrètement, depuis les années qu'on en parle, toi et moi, Vincent, on sait qu'il a largement les armes pour venir titiller ce top 10. Et quand on a un Shakur Stevenson qui en quelques combats a grimpé, a tout explosé, et ben on va venir un peu sur cette vraie problématique sur la gestion de cette carrière de Gervonta Davis, qui est plus business que sportive. Mais on va revenir après, d'accord, si tu veux bien. Ouais, on va rester un peu sur l'opposition. Donc on finit sur l'opposition, parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à en dire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, j'ai parlé de l'écart de niveau. Concrètement, tu nous as exposé un peu les qualités d'un Romero. Au niveau de cette affiche, ça vaut quoi pour toi? Ben, sur le papier, ça vaut pas grand-chose, quoi. Il y a un écart de niveau qui est clair. Il y a juste le fait qu'on est curieux de le voir parce qu'on se dit, en fait, c'est un combat qui va être explosif dans lequel on va pas s'ennuyer. Maintenant, moi, en fait, c'est pour ça que je voulais aussi évoquer le cas de Gervonta et pas Gervonta dans l'extra, mais vraiment dans le ring. Ces derniers temps, il me pose quand même des questions qui me fait dire qu'il pourrait se passer quelque chose contre Romero. Parce que Gervonta, il y a un moment, je trouve, il a une attitude qui est assez bizarre sur le ring. Alors, c'est qu'il est dans son combat et tu as l'impression qu'il rentre comme dans une sorte de transe. Il avance, il esquive, il a comme un petit sourire et il reste très étonnamment très passif, je trouve. On l'avait déjà vu face à Gamboa et à Gamboa, c'est juste dans le dernier round que d'un coup il se met à accélérer, il le met KO. Alors à l'époque, je m'étais dit, est-ce qu'il y a vraiment ce truc, comme certains disent, qu'il a voulu faire des rounds ou pas? Mais là où ça m'a vraiment frappé, c'était l'an dernier contre Barrios, quand il monte en super léger. Il a cette attitude où il avance. Où il esquive. D'ailleurs, je trouve qu'il est très très bon parce que il a vraiment un peu ce côté shoulder roll à la Mayweather, mais en avançant et tout, en mettant le pressing. Et j'ai dit, c'est super bien ce qu'il fait. Mais par contre, derrière, il n'y avait pas de remise en contre, il n'y avait pas forcément d'attaque construite et il prenait des coups, mais tu avais l'impression qu'il était dans son monde, dans sa transe et que tu savais pas qu'est-ce qui se passait. Il était bien sur le ring et au bout d'un moment, c'est avant le 10e que Mayweather vient le voir. Il fait réveille-toi, t'es au courant que là t'es pas devant sur les scorecards parce que lui voyait la scorecard non officielle de la télé. Et là, Davis, c'est comme s'il disait ok, pardon. Et d'un coup, bam, 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 il enchaîne. Il faut un Barrios. Mais il a cette attitude qui est assez particulière où des fois, il est très étonnamment passif, je trouve, sur un ring. Et quand tu lui mets le coup de réveil, alors là, par contre, il met une accélération, généralement c'est fini, mais je ne sais pas en fait dans quel état mental il est des fois quand il est sur le ring, il a ce truc, cette passivité que je comprends pas. Et je me dis face à Romero, même si Romero on l'a dit c'est pas un gros niveau, attention s'il entame un combat comme ça qui reste passif parce qu'on voit que quand il est dans cette attitude là il prend des coups, ça pourrait vite faire mal avec un gars comme Romero qui va se jeter sur lui quoi. J'ai une petite question pour toi, Vincent. Est-ce que cette attitude un peu de nonchalance, on va dire, où il est dans son ouais, c'est ça, nonchalance. Voilà, il est un peu au-dessus, donc il se permet, de plus renvoyer de coups. Est-ce que tu l'as remarqué lors de son dernier combat contre Cruz? Alors, contre Cruz, c'était particulier parce que oui, j'ai trouvé qu'il y avait un peu cette attitude, mais en même temps, on a vu aussi que Cruz, c'était pas en fait, je pense qu'il y a eu un mauvais calcul de la part de la team Mayweather. Ils pensaient que c'était un petit peu, ils l'ont choisi à la place de Romero, et je pense que personne n'attendait aussi fort Cruz. Et Cruz, au final, n'a pas eu peur de Davis et allait un peu y amener le combat dans la gueule. Donc c'est vrai que Davis avait cette attitude un petit peu, mais en même temps, je trouve qu'il a, d'un autre côté, il a quand même bien géré le pressing que lui mettait Cruz. En plus, je crois que Gervonta, il se serait blessé à la main, je crois, à partir du 5e round. Donc je trouve qu'il a quand même pas trop mal géré son combat là, tu vois, pour le coup.
Voilà, c'est ce que je voulais un peu t'entendre dire, même si je ne pouvais pas contrôler ce que tu allais répondre, mais je voulais t'amener sur ça, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit avant, et ça m'amène à la réflexion. Tu vois, je ne l'avais pas pensé comme ça. Tu vois, quand tu l'as dit, je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi chez The Tank, et j'ai trouvé que quand tu lui mets une opposition à son niveau, là, son état de nonchalance, de flow, tu le vois à son maximum et tu vois comment il est intéressant pour éviter justement parce qu'il était face à un profil qui est un peu atypique, c'est un mec qui lui rentre dedans, ce que normalement lui il fait à ses adversaires, Voilà, et exactement. qui cogne dur. Tu vois, qui cogne dur. Tu vois, c'est un frappeur qui cogne dur et qui cherche vraiment le coup dur. Et là, on a vu un Davis qui a dû boxer en reculant et qui respectait la force de frappe de son adversaire. Il voulait pas se les prendre ces coups-là. Alors qu'avant, on pouvait se dire, on pouvait avoir l'impression que ouais, même si j'en prends deux, trois, je vais rien avoir. Tu vois, déjà, je les vois venir et même s'ils me touchent, ils vont pas me faire mal ces coups. Il a un peu cette attitude-là qu'on retrouve chez un mec. Moi, en plus, j'ai eu cette chance d'aller voir un peu les sparring aux États-Unis. Ils ont ça pendant les sparring, les gars. Ce truc de je suis au-dessus de toi, je vais te casser la gueule, je rentre dans la bagarre. Et ça, normalement, dans un combat pro, tu ne dois pas le faire. Parce que déjà, tu n'as pas les mêmes gants, tu n'as pas les casques, tu n'as pas cette sécurité que tu as lors d'un sparring. Là où tu peux te permettre d'être un peu plus dans le dur, dans la bagarre, tu vois, tu vas essayer de chercher ça un peu. Et puis, tu ne dois pas le faire en combat. Tu ne dois pas du tout faire ça en combat. Et Davis, on a l'impression qu'il se comportait un peu comme s'il était à la salle en sparring lors de grands combats. Et je pense que quand tu lui mets une opposition digne de lui, là, tu vois son plein potentiel. Et justement, ça va amener à mon regret de ne pas le voir face à des adversaires qui mériteraient ton opposition. Donc moi, je pense que je suis d'accord avec toi, et je pense qu'on risque de le voir contre Romero, parce que c'est pas un mec de son niveau. Ouais. Et est-ce que justement, j'en reviens à ce que tu dis, le punch de Romero, eh ben, ne peut pas jaillir dans ce moment-là. Et là, on pourrait avoir un moment de flottement de « Oh putain, il vient de toucher Davis ». Ah oui, non, c'est possible. Et peut-être un premier voyage au tapis pour Davis, et qui sait qui peut-être pourrait le réveiller pour le coup. Et qui soit un peu plus... ouais. Et pour moi, ça amène juste un autre problème encore. Hein. Si tu me diras si tu me suis sur ce terrain-là, c'est qu'on voit beaucoup de boxeurs de cette génération des Américains qui sont dans une gestion un peu de carrière, qui se sont pris un titre. Tu vois, il y en a plusieurs comme ça. Hein, vois, Lopez, Charlot. Et après, qui sur le ring, ils commencent un peu à se voir trop beaux, à se voir trop bons. C'est vrai. Ils sont très très bons. Hein. Ils sont excellents. Moi, c'est des boxeurs que vraiment, je regarde leur boxe, je me régale. Ah ouais. Mais je pense à Jermall Charlot, ses derniers combats. Mec, tu es un peu trop suffisant, tu vois. Ah oui. Qu'est-ce que là... Ouais, tout à fait. On l'a vu. Le meilleur exemple, ça a été Lopez, qui a fait preuve d'une incroyable discipline face à Lomachenko et dans le combat contre Kambosos. Bon, alors il y a peut-être aussi le problème de l'entourage, je pense, chez Lopez, que quand il n'y a pas papa Rome derrière, peut-être ça ne suit pas. Mais je crois que ça traduit aussi ce dont tu parles, c'est-à-dire ce côté où effectivement, une fois qu'ils ont réalisé un gros coup, bah, ils se sentent, les mecs, ouais, ils se sentent invincibles, quoi, peut-être un peu, ouais. Ouais, il y a ça, moi, je pense qu'il y a ça, parce que ça devient des stars, ils deviennent des stars beaucoup plus qu'à une certaine époque aujourd'hui, dès qu'ils ont un titre. C'est ça. Ils ont beaucoup d'argent, et je pense qu'il y a aussi les effets néfastes du boxing business qui se ressentent maintenant sur le ring. C'est tellement des gars qui sont dans la gestion de carrière, au bout d'un moment, bah, sur le ring, comme ils se disent, ah, mais on va faire ce combat-là, on va le dire, vas-y, ça c'est un combat, juste une défense de titre en attendant que tu aies un gros combat contre lui. Là, on est en train de négocier ce combat. Donc, dans leur tête, ils s'éparpillent un petit peu. Ils voient le prochain combat comme une formalité. Et au final, ça n'en est pas une, parce que le mec, il prend sa chance, parce qu'il sait que derrière l'autre, ça peut devenir une star, il peut devenir riche, parce il peut récupérer un titre. Donc, tu es face à un mec qui est mort de faim, et toi, tu es un peu suffisant. Ouais, je suis d'accord. Mais surtout qu'on est tellement, en fait, quand tu dis cette gestion de carrière dans le calcul, qu'au final, Lopez, je pense que ce qui s'est passé, on revient à l'exemple de Lopez parce qu'il est flagrant, c'est que quand il prend Kambosos, c'est un peu une défense officielle, c'est un peu un combat après son gros truc contre Loma. Et je pense que même lui, ils se sont dit, c'est bon, on a fait tous les calculs nécessaires, on sait que ce mec-là, il y a zéro danger. Et en fait, une fois que tu arrives sur le ring, tu te rends compte que c'est pas des mathématiques, quoi. C'est une fois que tu es sur le ring avec le mec, et effectivement, ça se passe pas comme tu l'avais prévu. Donc c'est vrai que je te rejoins assez sur ce point-là, ouais. Du coup, je vais te poser une question, c'est ce combat-là, qui est franchement pas une affiche très excitante hein, pour Gervonta Davis, surtout que les dernières affiches qu'on a eues, on a quand même eu des noms face à lui, des combats qui étaient excitants. Et là, bon, on a déjà eu le coup avec Cruz la dernière fois, qui n'était pas un nom
Le mec, il nous a donné une belle opposition. Mais deux fois de suite, nous faire... Ouais, vas-y. Non, j'allais dire que Cruz qui était quand même en plus mieux classé déjà que Romero parce qu'il était déjà, je crois, dans le top 10 Cruz. Alors il était peut-être 9e ou 10e, hein, il était vraiment à la fin chez Ring. Mais justement, on avait dit, c'est fou parce qu'en fait, le mec qu'ils ont choisi un remplacement, si on regarde dans les faits, il est plus intéressant que Romero, justement. Ouais, c'est vrai, c'était un remplaçant. Ouais. Tu fais bien de le rappeler parce que j'avais même oublié ce détail. C'était un remplaçant mieux classé, c'est vrai. Et alors tu dis, il était dans la fin du top 10, mais attention, quel top 10? Parce qu'on est chez les légers. On est chez les légers. Magnifique. Et maintenant, il est 6e maintenant, je crois, d'ailleurs, Cruz. Et c'est mérité, parce que et là, Cruz, il va prendre Garcia, et moi, je pense qu'il va le démolir. Comment? Là, Cruz, il devrait prendre Ryan Garcia, et moi, je pense qu'il va le démolir. Ah, mais je crois que ça se fait pas, ce combat. Ah, non, c'est moi aussi, ça m'étonnait que Garcia il prenne ce risque. Je disais peut-être s'il y va, bravo à lui, mais je pense que quand ils ont dû se dire, Joe Gozen, il a dû dire attends un peu parce que là. et c'est normal, il faut pas. Non, parce que là, je vois déjà les gens qui vont se moquer, regardez, il est vite et tout. Franchement, s'il l'avait pris, il se serait fait démolir, et c'est pas du tout dans l'intérêt quand tu reprends. Attends, il a fait un combat un peu easy, tu vois. Même, j'aime pas dire c'est un combat facile et tout, mais. Il a fait un combat de reprise. Voilà, il a fait un combat de reprise et il a eu du mal. Tu vois. Vraiment, c'est un combat de reprise avec de gros enjeux. Tout le monde l'attendait. T'es direct en tête d'affiche. Hein, il était tête d'affiche direct. Ah oui. Donc voilà, c'est jamais facile quand tu reprends. On a vu là, Ivan Mendy. Je sais pas si t'as regardé son combat de reprise pour le titre européen. Quand tu fais un combat de retour et qu'il y a un enjeu, c'est une pression qui n'est pas à négliger. Tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc moi derrière prendre Cruz, je me suis dit mais c'est des malades, ils sont fous. Tu vois, alors si Garcia il veut le prendre, c'est bravo à lui, tu vois, franchement respect, mais il va pas passer ce cap-là, vraiment, pas aujourd'hui en tout cas. En tout cas, de ce qu'il a montré, c'est clair que non, on le voit difficilement, ouais. Et alors du coup, je me suis éparpillé. Et donc c'était ce truc de faire deux fois de suite un combat, pas une affiche hyper intéressante. Alors après, c'est vrai que tu as rappelé que c'était un combat de remplacement, donc forcément, je pense que ce combat-là, ils avaient des engagements, ils voulaient le faire. Et du coup, cette affiche, dis-moi un peu toi. Pourquoi tu la vois se monter? Quel est son intérêt aujourd'hui? Je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'on est dans une logique PBC qui est aussi celle de Mayweather, c'est-à-dire que de toute façon, ils font boxer Gervonta face aux mecs de leur écurie. Et c'est un problème qu'on voit chez Gervonta depuis longtemps. Je veux dire, quand il va boxer Barrios l'an dernier, quand il dit qu'il devient champion dans une 3ème KT, alors que non, le titre qu'il prend, c'est pas le vrai titre de champion. Donc je pense qu'en fait, ils sont vraiment toujours dans cette logique de monter les combats entre eux et ils te les vendent comme ils peuvent, mais ça marche plutôt bien parce que Gervonta, je crois que c'est le 2e américain le plus vendeur après Deontay Wilder. Hein. Donc, j'en ai parlé avec Fred qui est aux États-Unis, qui s'entraîne là-bas. Quand j'y étais, je lui demandais, mais Fred, dis-moi, c'est qui la star ici aux États-Unis pour les gens? Toi qui te parles de boxe, qui c'est la star? Et ben il m'a répondu direct, Gervonta Davis. C'est lui la star. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il boxe, peu importe qui lui mette en face, il remplit. C'est pour ça que je pense qu'en fait, ils n'ont pas intérêt en fait à aucun moment pour l'instant à lui chercher des gros combats. C'est ce qui est dommage. Mais si tu arrives à avoir, sans prendre de risques, en prenant des adversaires lambda et à rentrer largement dans tes frais en entretenant ta star, forcément tu continues. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, il y a un public qui est là pour le voir casser des têtes, quoi. Ils veulent pas une opposition, ils veulent juste voir Gervonta casser des têtes, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que Gervonta Davis et Mayweather Promotion, c'est fini? Parce que là, c'est le dernier combat, je crois, sur le contrat. Alors, officiellement, voilà, c'est le dernier combat du contrat et c'est beaucoup revenu, en fait, sur le devant de la scène, ça, en disant que Gervonta allait se séparer de Mayweather, ce qui a surpris beaucoup de monde et ce qui a poussé beaucoup à dire, c'est même Gervonta, en fait, qui a lui-même lancé le truc en disant ils vont tout essayer de me faire perdre, du coup, face à Romero, parce que Romero est chez Mayweather Promotion, il est encore sous contrat et on s'est dit, est-ce que du coup Mayweather ne va pas changer son fusil d'épaule après que la trahison entre guillemets de Gervonta? Et là, je viens de voir qu'il y a des articles quand même à l'approche de combat qui commencent à dire Davis, ouais mais non, mais peut-être que non, je resterai avec Mayweather finalement. Donc on peut se demander dans quelle mesure c'était pas un peu un narratif, si tu veux, pour essayer de vendre Romero, que les gens se disent ah vous avez vu ce qui se passe, peut-être qu'ils vont tout faire pour faire gagner Romero, peut-être parce que justement comme tu l'as dit, Romero n'était pas assez crédible. On a vu un peu ça, tu sais, avec Errol Spence contre Ugas, il y avait eu pareil cette histoire que Errol Spence allait se séparer de PBC de Alain Imon, et en fait pas du tout. Donc
j'ai un peu l'impression qu'on est dans ce cas-là parce que, très honnêtement, Davis, je vois pas quel intérêt trop il a à quitter Mayweather. Alors, à moins que ce soit vraiment que le gars il se dise maintenant je veux faire des gros combats, mais sinon il est énormément payé avec Mayweather. Il prend des bourses qui sont énormes et je vois pas en fait les autres promoteurs mettre autant d'argent sur la table sur lui pour en tout cas des combats de cette envergure. Donc, moi je le vois bien rester en sa zone de confort en fait, Gervonta, tu vois. Et puis, il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé. Tout ce que tu as dit là, c'était très très juste, mais il y a en plus la relation particulière qu'entretient Floyd Mayweather avec Gervonta Davis depuis presque le début de la carrière professionnelle de Gervonta, et surtout quelque chose qui est assez particulier dans le monde de la boxe et qui est même assez rare, c'est que Floyd Mayweather n'a pas exclu le cercle proche de Gervonta Davis. Il a son cercle d'entraîneurs, tout ça, les mêmes depuis le début. C'est vrai. Ils ont réussi à travailler ensemble. Donc il y a une vraie relation presque paternelle entre Floyd Mayweather et Gervonta Davis. On n'a jamais vu un promoteur autant s'impliquer au bord du ring, voilà, venir hurler, venir dans les coins, même ça devenait parfois un peu chiant de voir, mais ça montre quand même que un mec qui vibre comme ça pour son boxeur, Floyd Mayweather, j'ai un peu de mal que, sauf si on aurait entendu s'il y avait eu des gros clashs, qu'il y avait eu des trucs, je pense que ça serait ressorti. Donc là, ça me paraît un petit peu gros de nous dire que oui, ça n'entend plus, ils vont se séparer, même si c'est pas impossible que Gervonta Davis signe avec un autre promoteur, mais il ne rompra pas ses liens avec Floyd Mayweather parce que c'est des liens qui sont très particuliers. Et Gervonta, tu rappelais que Gervonta, il portait des shorts, tu avais même l'impression que c'était les mêmes shorts que Mayweather. Pendant un moment, il reprenait exactement des shorts de Mayweather. Si vous regardez, c'est contre Fonseca, il a le même short que Mayweather contre Marquez. Contre Santa Cruz, il a le même short que Mayweather contre De La Hoya. Il y avait un combat qu'il faut aussi en Angleterre où il a le même short que Mayweather face à Ricky Hatton. Donc il était dans ce truc-là, Gervonta. Ouais, et puis alors moi je vois l'intérêt de prendre Romero. Vraiment, pour moi, c'est principalement financier parce que tu te dis, ben voilà, c'est le dernier. Je suis allé voir sur le Mayweather Promotion qu'est-ce qu'ils avaient chez les légers aussi comme autre boxeur signé. Et en vrai, il y avait personne d'autre que tu pouvais mettre en face de Gervonta Davis. Donc pour moi, c'est aussi de te dire, bah là, t'as pas à dealer avec un autre promoteur. Tu fais ça à la maison. Ils font ça à New York. Ils ont leur public. C'est tout dans leur poche. Donc c'est surtout en fait feu d'artifice, genre pour la dernière. En plus, tu le vends comme le dernier combat de Davis chez Mayweather Promotion. Donc c'est une sorte de mettre un maximum d'oseille dans les flouses avant que peut-être il signe en copromotion avec un autre promoteur, pourquoi pas. Bon voilà, moi je le vois comme ça. C'est vraiment c'est du business et c'est le mieux pour eux en fait. Ouais, non mais tout à fait. De toute façon, le combat se vend super bien. Il sera très très bien vendu, je pense. Tu vois, même nous, au final, qu'on a beau dire, l'opposition, et c'est pas ce qu'on attend pour un Davis, on va le regarder parce qu'en fait, tu sais qu'en fait, c'est un combat qui sent la poudre, quoi. C'est dans tous les cas, quoi. Tu vas pas t'ennuyer, quoi. Et puis voilà, ils ont bien fait monter la sauce avec le trash talking, et même si tu es pas trop sensible, au bout d'un moment, tu te laisses un peu prendre dans la hype aussi, quoi. Comment on n'a pas dit vraiment comment tu vois ce combat-là, si on peut imaginer un petit peu comment. Voilà, on imagine le combat. Qu'est-ce que tu pronostiques, toi? Moi, je dis soit s'il y a surprise, Rolly Romero pourrait dans les 3 premiers rounds arriver à accueillir Davis avec un gros coup et on verrait peut-être Davis jamais vraiment s'en remettre et derrière s'enchaîner. Soit on va voir des premiers rounds où il va se faire toucher Davis, mais il va quand même essuyer les chocs. Et je pense que passer les 3 premiers rounds, Romero sera déjà quasiment cuit et Davis va être la machine en marche. Et je pense que dans le 5e ou 6e, il l'achève, quoi. Ouais, bah écoute, moi j'ai un peu, je me suis forcé un peu à regarder des combats de Romero, tu vois, et il est très confiant. C'est un boxeur qui est hyper confiant. Il a confiance en. C'est un athlète, hein, vraiment. Physiquement, vous verrez les gars, il est sec, il est tout en muscles, tu vois. C'est vraiment, il est très impressionnant. Et il est hyper confiant. C'est-à-dire que même s'il prend des coups, et il en prend, parce que défensivement c'est assez catastrophique, il attaque avec les mains en bas. Quand il envoie le jab, la droite elle est super basse, vraiment. Le seul truc défensif qu'il a, c'est le pas de retrait. Donc il fait assez bien quand le mec arrive, hop, tu vois, il fait un petit pas de retrait, mais il bouge pas la tête, il bloque pas les attaques. Bref, vraiment défensivement, c'est laborieux. Mais il est hyper confiant en ses phases offensives. Voilà, il sait que s'il arrive à connecter, et petit à petit, il prend l'ascendant comme ça sur ses adversaires, parce qu'il pique, il doit quand même faire mal. Et puis il a ce truc il est impressionnant. Tu vois, quand il attaque, il est impressionnant. Donc moi, je le vois arriver en confiance. Enfin, j'espère pour lui, parce que s'il démarre le combat en n'étant pas en confiance, il est mort. Donc pendant 3 rounds, il va jouer de ce bluff-là un peu. Il va faire chier Davis.
Parce que voilà, il a ses attaques, il surprend, il envoie le jab, mais ça va pas être hyper convaincant parce que Davis, c'est quand même un mec qui a des capacités, des réflexes, il a un coup d'œil, défensivement, lui, il est très intéressant. Ah oui, qualité défensive. Il va lui faire chier, mais il va pas vraiment connecter. Et même les fois où il connecte, je le vois pas arriver à vraiment ébranler Davis. C'est possible, hein, ça reste la boxe, on le sait, on a eu des surprises, hein, surtout ces derniers temps. Et dès que les 3 rounds seront passés, 3-4 rounds, là, la confiance de Romero, elle va s'effondrer. Parce qu'il va se dire, putain, j'arrive pas à le toucher. Petit à petit, il va commencer à prendre des coups. Et là, quand il va prendre des coups, ça va pas être la même musique que les coups qu'il a pris jusqu'ici. Parce que le tank, quand il t'envoie un crochet ou un uppercut, aïe, aïe, aïe. Et là, à partir du 3-4, ça va plus être le même bonhomme. Et après, ça va être la descente aux enfers. Alors, est-ce que Davis, il va faire durer le plaisir, où il va connecter et l'autre, il va s'écrouler totalement? Mais moi, je ne le vois même pas passer les 6 rounds. Vraiment, je suis peut-être trop dur, hein, mais moi, j'ai vu un écart de niveau abyssal entre les deux. Mais je pense qu'il y a l'écart de niveau, mais une fois encore, je pense qu'il va y avoir un peu cette attitude nonchalante de Davis qui fait que ça peut durer un peu, ou peut-être voilà, même qu'il se fasse surprendre. Tu l'as rappelé, on est quand même, depuis ces derniers temps, il y a eu pas mal de surprises dans le monde de la boxe entre Canelo, Teofimo et d'autres. Donc pourquoi pas? C'est vrai que maintenant, on se dit que tout peut être possible aussi, quoi. Ok. Bon, en tout cas, tous les deux, on ne le voit pas finir, Romero. Hein. Non, très objectivement, moi, je pense que vers le 6e, je pense que ça se finit, quoi. Et si c'est pas plus tôt, effectivement, comme tu le dis, mais je pense qu'il peut y avoir 6 rounds quand même. Ouais, c'est possible. T'as raison, t'as bien rappelé que Gervonta Davis, il met beaucoup de pressing, mais c'est pas un mec qui, dès les premières secondes, va tenter forcément de mettre KO son adversaire. Non, ouais. Donc du coup, maintenant, je voulais t'amener sur cette autre partie dont j'en parlais un peu tout à l'heure. Gervonta Davis, depuis le temps, là, il a 27 ans, c'est ça, il a 27 et Romero a 26. Il a 27 ans, il a un beau palmarès chez les professionnels, on parle de lui déjà depuis un moment, c'est une star depuis un moment, et pourtant, si on regarde sportivement, son nom n'est pas encore à côté des meilleurs boxeurs, toutes catégories confondues. Voilà, il est même pas dans la discussion. Voilà, il y a les Usyk, les Canelo, les Fury, voilà, tout ça, les Bivol. Mais Gervonta Davis, quand tu discutes du pound for pound, même là, j'en ai refait des pound for pound il n'y a pas longtemps, j'ai fait des podcasts dessus et tout, j'ai même pas eu l'idée de le mettre dedans. Alors, qu'est-ce qui manque dans cette carrière pour qu'il vienne titiller ce top 10? Il faut tout simplement un gros nom, quoi. C'est-à-dire que sa carrière avait très bien commencé. Moi, je me souviens de sa prise de titre contre Pedraza qui était très très belle. Ouais. Mais après, on va pas se mentir, hein. Et moi, franchement, j'aime bien Gervonta. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose. Et tu vois, j'en viens même à parler au passé parce que je trouve que le problème, c'est qu'il a trop été surprotégé dans sa carrière. Et je suis désolé. Il y a eu Santa Cruz, c'est un gros nom, mais on sait très bien dans quel contexte ça s'est fait, que Santa Cruz montait de catégorie, que c'était à la base, il vient des coques et Santa Cruz, il faut le rappeler. Mais on a trop, effectivement, eu l'impression de gestion quand il monte en super léger, prendre un Barrios. Et moi, ce qui me fait un peu peur et ce que je trouve très regrettable, c'est que j'ai peur que Davis, si demain tu y amènes un petit peu un gros combat, un gros opposant comme tu peux en trouver chez les légers, que ce soit Lomachenko, Devinane, Kambosos, bon, Lopez, je l'inclus plus trop là-dedans parce qu'il semble qu'il va monter. Mais en fait, je me demande, est-ce qu'il va être vraiment capable de gérer ça si bien que ça, tu vois, parce que au final, ça va quand même il va passer du tout au tout, quoi. Ça va pas mal le sortir de sa zone de confort. Et j'ai peur qu'en fait, tu vois, ces années-là, les un peu, tu sais, on compare souvent Davis à Mike Tyson. Et Mike Tyson, c'est un peu ça. Quand Don King y a mis une certaine opposition, ça l'a peut-être, comment dire, ça y a donné de mauvaises habitudes, on va dire. Qu'après, il s'est retrouvé face à un Holyfield qui était mort de faim, c'était plus pareil que Frank Bruno ou Bruxelles Dom, tu vois. Et c'est ce que j'ai un peu peur avec Gervonta, c'est que ça fait des années au final qu'on attend ce gros combat qui lui permette un peu de se transcender, qu'il n'est pas arrivé. Et comme tu dis, il a déjà 27 ans. Donc, je sais pas, moi, franchement, la suite de sa carrière m'inquiète un peu, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. J'aime bien l'analyse que tu apportes. En plus, dans le documentaire, je ne sais pas si tu as vu le documentaire qu'ils ont fait, là, c'est Showtime. Je crois que c'est au Showtime qui retransmet. Sur le combat, ouais. Ouais, et il en parle de la nouvelle génération, des Shakur Stevenson, des Vinane. Donc, tu vois, il parle un peu de comment il se situe par rapport à eux, parce qu'il est un peu plus âgé. Donc, est-ce qu'il est plutôt dans la génération actuelle? Eux, c'est plutôt la seconde génération. Donc, c'est vrai qu'il aborde un petit peu ce sujet-là. Et c'est vrai qu'après, il va se retrouver face à des super fights, des boxeurs bien meilleurs que ceux qu'il a affrontés jusqu'ici. Et comment ça va se passer pour lui? C'est vraiment intéressant ton analyse. Par contre, j'aimerais juste reprendre un mot que tu as dit.
parce que je pense qu'il peut être trompeur. C'est protégé, carrière protégée. Et je vois comment tu le dis. Et moi, je voudrais juste apporter une nuance et je voudrais dire carrière trop rentabilisée. Pourquoi j'apporte cette nuance? Parce que les carrières protégées dans la boxe, on sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a un boxeur, il a certaines qualités, il a certains défauts, et on va tout faire pour qu'on ne voit pas tout de suite ses défauts au grand jour. Donc, on va lui faire affronter des boxeurs, tu vois, où ça passe, et donc on protège un peu la carrière jusqu'au jour où bon, on n'a plus le choix, il faut prendre le meilleur face à lui, et là, bon, bah, ça passe ou ça casse. Et je pense qu'un Gervonta Davis, c'est pas vraiment cet aspect-là. C'est plutôt, on peut se faire beaucoup d'argent avec lui. Donc, pourquoi on irait se prendre la tête à négocier avec des promoteurs, à perdre de l'argent, devoir partager les bourses, tu vois, alors qu'on peut déjà se faire beaucoup d'argent en prenant lui, on va prendre un titre là. Tu vois, tu vois, ce truc de carrière protégée, ça peut porter à dire que, ouais, il n'est pas si bon, donc on va le faire aller à droite à gauche. Et moi, je pense que c'est pas le cas avec Gervonta Davis. Ouais, non, c'est vrai que bon, quand on voit ses capacités, après, c'est toujours pareil. C'est seul un gros combat pour répondre à cette question, mais c'est vrai que c'est pour ça que moi, quand je trouve ça décevant, c'est que quand tu as des mecs, tu vois, par exemple, un Ryan Garcia, j'ai rien contre Ryan Garcia, mais c'est vrai que quand tu vois un peu ses combats, tu te dis peut-être que lui, on est effectivement dans le cas d'une carrière protégée et si tu veux, t'es pas tant déçu que ça, dans le sens où tu te dis, ok, il a des capacités, mais peut-être qu'il a déjà montré son plafond. Alors que c'est vrai que Davis, tu sens qu'il a vraiment les capacités pour être super balèze. D'ailleurs, tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand il a cette attitude nonchalante sur le ring, par contre, dès qu'il se réveille, il met une accélération, le combat est fini quasiment. Donc, tu te dis, c'est rageant parce que le gars a vraiment d'énormes capacités et effectivement, on aimerait les voir mises au service de quelque chose de plus grand, quoi. Tu as donné le parfait exemple, c'est Ryan Garcia. Pour moi, je pense que c'est un boxeur qu'on protège du mieux qu'on peut parce qu'ils ont senti qu'il quand même il pouvait faire une carrière avec lui, mais il avait ses limites. Donc pour moi, ça m'étonne pas qu'il fasse ces choix-là pour lui. Mais alors, et par contre, Gervonta Davis, moi, l'un des combats que j'espérais le plus de notre génération, des combats qu'on vit à l'heure actuelle, c'était Davis contre Lomachenko. En fait, on a fait une vidéo qui était consacrée, et même j'avais donné à ce moment-là, c'était avant la défaite de Lomachenko contre Lopez. Oui, hein, d'ailleurs, on évoquait le cas Lopez et on disait oh, c'est encore trop tôt pour lui. Et un an après, je crois, la vidéo, Lopez détrônait Lomachenko. Ouais. Et surtout, là, moi, c'était pour revenir au fait que j'attendais que Davis affronte Lomachenko parce que c'était le combat, l'opposition de style, deux pays de la boxe avec deux écoles différentes, deux personnalités différentes. Et c'était, pour moi, c'est vraiment, et même aujourd'hui, je le prends, hein, si on peut l'avoir aujourd'hui, je signe. Bien sûr, parce que c'est pour moi l'une des plus belles affiches que j'aimerais vivre, tu vois, de ma génération, c'est-à-dire le vivre en direct. C'est l'une des plus belles affiches qu'on peut avoir aujourd'hui avec Crawford contre Spence Junior. Bah, pour moi, ça fait vraiment partie de ce niveau-là, en fait, en termes de boxe. Boxe, ce serait une merveille, ce combat. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Bon, maintenant, et là, je pense qu'on s'en éloigne beaucoup. On s'est déjà éloigné au fil des années. Et là, bon, en plus, Lomachenko, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler par la suite, puisqu'actuellement, tout est bloqué pour sa carrière. Mais oui, bien sûr, ça serait une opposition de rêve. C'est moi, tu sais, même rien que bon. Alors, il a changé de KT, mais comme Davis est déjà allé chez les super légers aussi, un Lopez contre Davis, ça serait un très beau combat, quoi. Je veux dire, ça serait explosif aussi. Donc oui, il a des opposants vraiment que tu peux lui mettre. Maintenant, voilà, on connaît le monde de la boxe et sa politique mais c'est vrai que comme tu l'as rappelé par rapport à cette jeune génération, par exemple Shakur Stevenson qui a déjà eu Oscar Valdez, qui a eu Jamal Herring qui n'était pas non plus n'importe qui. Ah oui. C'est vrai que Davis, voilà, maintenant c'est celui qui est un peu le plus à la traîne presque là-dedans, puisque bon, Devin Haney va avoir son combat contre Kambosos, alors on va voir comment ça va se passer. Mais même Devin Haney, il a eu quand même quelques noms, tu vois, il a eu Jojo Diaz l'an dernier qui était pas trop mal, et c'est vrai que Davis, voilà, le plus gros nom qu'il aura affiché en fait c'est Santa Cruz, mais il y avait le contexte qui fait que bon, on savait que c'était un peu... Je suis d'accord avec toi. Pour finir, si on peut finir sur le cas Gervonta Davis, comment tu le situes aujourd'hui dans ce top 10 des légers, hein? Parce qu'on a parlé vraiment pour qu'il atteigne le top 10, toutes catégories confondues. Ça manque de grands combats, voilà, de vraies prises de titres et de prises de risques. Ça manque ça. Mais toi, objectivement, comment tu le situes parmi tous ces noms qui ont émergé depuis quelques années dans la catégorie des légers? Tu le vois comment, toi, Gervonta Davis? Ouais, dans mon top des légers, je pense que je le verrai peut-être à la 4e place. D'accord.
Parce que ouais, voilà, il faut encore qu'il y ait des gros combats. Il n'a pas vraiment de titre chez les légers. La ceinture qu'il a, c'est pas, je veux dire, le vrai titre de la WBA, c'est Kambosos qu'il a. Donc c'est voilà, ouais, moi je pense que je le situerai quatrième. Donc après voilà, c'est toujours pareil, quoi. On en revient toujours aux mêmes arguments. Je pense que tant qu'il n'y a pas un gros combat, une grosse prise face aux têtes de la KT, qui pour moi bon, sont Kambosos, Lomachenko et Devinane, quelque part, qui rentrent un peu dans ce lot, ben voilà, pour moi, il stagnera à cette place, quoi. Contre qui t'aimerais le voir boxer? Bah, j'ai envie de te dire que ce soit contre Ane, Lomachenko ou Kambosos s'il gagne contre Ane, enfin contre le vainqueur d'Ane Kambosos, ça serait fabuleux, ou contre Loma s'il revient, c'est ces noms-là que je veux. Et après, comme je dis, s'il est encore capable d'aller chez le super léger, moi un combat contre Teofimo Lopez aussi, j'aimerais beaucoup voir ça, quoi. Enfin, il y a de quoi faire dans cette catégorie. Ah oui, non mais c'est ça, c'est que voilà, il y a les opposants. Maintenant, à force que ça traîne, que ça ne se fasse pas les combats, ben tu vois peut-être que oui, effectivement, lui aussi va avoir son Kambosos un jour, Gervonta. Oh oui, oui. Bah, de toute façon, quand tu tires trop sur la corde, à la boxe, ça finit souvent comme ça. Hein. Ah oui, oui. Et est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur ce combat entre Davis et Romero? Bah écoute, non, le seul truc que je peux ajouter, c'est que effectivement l'affiche n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait pour Gervonta. Maintenant, ça fait un petit moment que c'est comme ça dans sa carrière, donc c'est pas non plus une surprise. Après, voilà, je pense que là où c'est là où ils sont forts et qu'il y a un potentiel de vente, c'est qu'effectivement, moi, c'est un combat que je vais regarder parce que on ne devrait pas s'ennuyer. Franchement, si vous voulez si vous voulez avoir un beau KO qui finira dans light, à mon avis, si vous voulez avoir un combat où ça va bondir dans tous les sens, je pense qu'effectivement là, pour le coup, on va pas s'ennuyer, quoi, tu vois. Je reviens sur ma question de tout à l'heure parce que ce que j'aurais aimé moi plus entendre, je comprends que tu m'as dit que tu l'as mis quatrième place, voilà, objectivement il est en quatrième, mais moi ce que j'entendais c'est tu penses qu'il peut battre les meilleurs de cette catégorie? C'est plutôt dans ce sens-là, tu vois. Comment toi tu l'imagines face aux autres? Ben, c'est difficile du coup de jauger. Aujourd'hui, ça devient difficile. Il y a quelques années, je t'aurais dit, il a largement les capacités pour battre tout le monde et il pourrait les avoir encore aujourd'hui. Mais une fois encore, le niveau d'opposition auquel il a été accoutumé ces derniers temps me fait dire qu'il a pris du retard sur les autres. Donc aujourd'hui, je sais vraiment pas comment il réagirait face à une telle opposition. Après, le Gervonta qu'on a pu voir contre Pedraza, s'il existe encore, oui, moi je pense qu'il a largement les capacités pour aller taper tout le monde. J'ai l'impression aussi qu'il est peut-être un peu plus sérieux dans ses camps d'entraînement, dans son condition. J'ai plus l'impression de voir un Gervonta qui prend du poids comme pas possible. T'as pas ce sentiment aussi, des fois on le voyait à des combats, il était énorme. C'est possible parce que bon, mine de rien, il avait fait sa montée de poids chez un super léger, puis il est redescendu chez les légers et il a clairement dit que maintenant il voulait s'installer dans cette KT. Donc peut-être que oui, effectivement, il gère mieux ça. D'ailleurs, il y a plus de problèmes de pesée comme il en avait eu par le passé où il arrivait toujours trop lourd à la pesée. Donc ouais, non, c'est possible qu'il soit devenu un peu plus sérieux, effectivement. Je précise juste, quand j'ai dit on le voit à des combats, on le voit assister à des combats, hein, pas on le voit pendant les combats. On le voit dans le public. Des fois, il était énorme. Ah ouais. On le voyait avec des joues comme pas possible et tout. Ouais, ok, ouais, parce que en fait, comme je regardais vite fait mes notes, et j'ai vu Davis, il est numéro 1 BoxRec, numéro 4 chez Ring. Donc c'est comme toi tu le places. Donc tu penses que le classement Ring est là assez juste. Pour le coup, c'est pour ça que je suis revenu sur ma question. Et donc BoxRec, parce qu'il y en a qui aiment bien, parce que BoxRec c'est vraiment l'algorithme, c'est les chiffres, c'est les points. Et donc il est premier et Romero, il est 19e. Donc c'est bien pour vous montrer l'écart, ouais. L'écart est très très important quand même. Hein. À ce niveau-là, il est quand même très important. On n'est même pas un mec du top 10, quoi. BoxRec. Hein. Et de toute façon, pas Ring non plus. Pas Ring non plus. Non, ouais. Donc voilà. C'est juste gaucher-droitier. Est-ce que tu penses que ça peut jouer quelque chose? Je te dirais non, pas spécialement. Je pense pas. Vu la physionomie, à mon avis, du combat qui sera très ouvert, enfin, il pourrait y avoir éventuellement des chocs de tête, justement, quand il se jette Romero, mais il y a quand même un bel écart de taille. Il fait 1,73 Romero, Davis, il est 1,66. Donc, je pense pas que les têtes viennent trop se connecter l'une à l'autre. Enfin, on verra, mais je pense pas. Il n'y a pas trop d'écart d'allonge. C'est 1,71 Davis et 1,73 Romero. Ouais, Davis a des bras un peu plus longs, alors que ouais, Romero a les bras qui sont équivalents à sa taille, ouais. Ok, moi j'ai fait le tour de ça. Je voulais juste te dire, il y a Erislandy Lara contre Gary O'Sullivan en sous-carte.
Ouais. C'est une affiche qui t'intéresse? Écoute, pourquoi pas? Ça peut donner une opposition de style. Alors c'est vrai que c'est deux boxeurs qu'on a complètement perdu de vue, surtout Lara. On sent que voilà, Eris Landi Lara, on sent que sa carrière maintenant, bon, il a conscience du niveau auquel il est rendu maintenant avec l'âge, hein, et il est en mode survie, on va dire. Il prend vraiment tout ce qu'il faut pour dire encore qu'il a un titre et continuer à exister. Mais bon, après, ouais, O'Sullivan, c'était un boxeur qui était sympathique. Qui était un petit peu un personnage, donc pourquoi pas, ça peut faire un truc sympa honnêtement. Ouais, elle me plaît bien cette affiche. Bon, bien Ouais. sûr, voilà, comme tu l'as bien expliqué, hein, c'est pas, c'est pas une affiche de fou furieux, mais voilà, en point moyen, ça risque d'être quand même un peu compliqué pour Lara. Donc, Ouais, à il voir, a fait un combat déjà chez les moyens qu'il avait gagné par KO au premier round, donc je sais pas. Après, O'Sullivan, j'ai plus trop suivi sa carrière, moi, depuis le KO qu'il avait pris face à Lemieux. J'ai pas eu l'impression après, qu'il ait beaucoup rebondi. Hein? c'est après le mieux qu'il fait son combat contre Munguia. Je sais plus trop, il fait un combat pas trop mal contre Munguia. Ah, je m'en souviens pas, tu vois. Ben, peut-être alors, ouais, que ça doit être après le mieux, je pense, parce qu'à l'époque, Munguia, je me demande s'il était déjà monté chez les moyens. Ah, donc écoute, ouais, donc, j'ai pas souvenir du combat contre Munguia, donc oui, peut-être, écoute, s'il a encore des arguments à vendre face à Lara, ça peut être pas mal. Ah, moi, ça m'intéresse. Puis moi, Lara, c'est un boxeur dans sa boxe que j'aime beaucoup. Ouais. Donc, je vais quand même regarder ça avec plaisir. Juste, je me fais un petit kiff en fin de podcast. Je veux faire réagir Vincent à l'annonce de Canelo Golovkin 3. Je sais que toi, t'étais pas hyper hypé par cette trilogie-là. J'ai vu un peu tes commentaires les fois où moi j'en parlais. Mais bon, voilà, maintenant que c'est officiel, voilà, juste un petit retour de Vincent sur ce sujet. Bah écoute, c'était quelque chose que moi je m'y attendais. Dès qu'il a perdu contre Bivol, je me doutais qu'ils allaient pas prendre une revanche directe et qu'ils allaient maintenir le plan de Golovkin. Ça paraissait beaucoup plus logique en termes de business et moins risqué. Moi, ouais, en fait, comme je le dis, je le répète partout où je vais, et oui, j'en ai parlé déjà chez toi, JC, c'est que la raison me dit forcément que pour Golovkin, je vois pas vraiment comment il va faire, hein, on l'a vu décliner. Et d'un côté, il y a toujours cet instinct pour moi qui, depuis le début, me dit ça va finir à la Pacquiao Marquez 4. Et là, je trouve que le narratif est d'autant plus ressemblant parce que Pacquiao perd contre Bradley en 2012 au point. Alors, c'est une décision qui est controversée. Et après, il dit, plutôt que de faire une revanche avec Bradley de suite, je vais régler mes comptes avec Marquez. Et on connaît la suite. Donc, du coup, ça, déjà que j'avais ce narratif en tête, là, ce qui se passe me renforce encore plus cette idée-là. Donc, une fois encore, c'est un instinct. La raison me dit, je vois pas comment Golovkin il peut vraiment s'en sortir au vu des dernières performances. Mais la boxe est la boxe. Qui sait ce que Golovkin a, parce que ça sera sûrement un super moyen, ce que ça va donner un super moyen s'il arrive bien balèze et que d'entrée de jeu, il met tout. Il peut avoir des arguments, surtout que on l'a vu chercher son souffle, Golovkin, dans les derniers combats, mais on pourrait avoir la surprise peut-être que celui qui sera le plus gaz out, comme disent les Américains avant, ça pourrait être Canelo, parce qu'à force de faire le yo-yo des poids, parce que là, il est à mi-lourd, il va devoir reperdre de la masse pour faire la limite des super moyens. Il peut se passer des choses. Donc ouais, je t'avoue que je suis plus hypé que ce que je ne l'étais il y a quelques mois, par exemple. Ah, bah, tu me fais plaisir là. Et puis c'est vrai que cet argument-là que tu défends, de peut-être l'avantage de poids pour Golovkin, et ben c'est pas mal revenu. J'ai vu dans les commentaires sous le podcast sur YouTube que j'ai fait à l'annonce de ce combat-là. Et ben il y a pas mal de gens qui disaient oui, mais il est plus grand, il est quand même puissant, Golovkin. Donc là il va avoir quelques kilos en plus, il va pas avoir à cutter et à se vider son énergie pour le régime. Exactement. Pourquoi pas? C'est vrai que peut-être que ces problèmes de souffle qu'il a eu dans ses derniers combats seront même peut-être paradoxalement moins visibles là, même s'il a plus de masse, mais peut-être qu'il aura moins à cutter, donc son corps sera moins épuisé par le cutting, ouais. Ouais, écoute, pourquoi? Ce serait quand même fou. Et là, on pourra dire Canelo est finito. Ah là, ça sera quand même forcément compromis pour lui, ouais. Mais bon, après, tu sais, on en avait parlé, peut-être qu'un jour on y consacrera un podcast. Il y avait certains écrivains américains qui disaient Canelo est sur le déclin depuis l'an dernier déjà. Écoute, bah, dès que t'as un peu de temps, on se fait ça. On se fait un podcast sur Canelo. Voilà, mais écoute, pourquoi pas. Avec plaisir. Bon, bah, on va rester là, Vincent. Un petit dernier mot pour nos auditeurs. Bah écoutez, merci de nous suivre, merci de nous accompagner sur cette nouvelle chaîne. Et écoutez, je pense que le combat de ce week-end sera quand même
J'allais dire intéressant. Disons, on va dire qu'il sera fun à voir, je pense. Voilà. On va pas s'ennuyer. Tu as bien résumé le truc. Bah, merci Vincent d'être passé sur cette nouvelle chaîne, voilà, les podcasts audio. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu reviendras. Et puis si jamais un jour, toi, tu lances tes propres podcasts, tes propres vidéos, ben, je pense qu'il y aura du monde ici qui en sera très content. Bah écoute, ça sera avec plaisir. Hein. J'y réfléchis depuis quelques temps, donc on verra bien. Tu seras invité. Avec plaisir, Vincent. Je vous dis à la prochaine. Fighting!